Salut Valentin, Salut Anastasia. bienvenue. Merci beaucoup d'avoir trouvé du temps. Je suis ravie de t'accueillir. Euh, on va commencer, je pense, par ta présentation, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et je demande en général à mes invités de se présenter sans encore parler de leur business. Donc, vas-y, comme tu m'en demandé à l'entrée, Valentin, qui es-tu? Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai 31 ans depuis le 26 janvier, le même jour que l'anniversaire de Bernard Tapie. Ok, bon anniversaire en Heu, retard d'ailleurs. j'ai grandi dans une famille, assez aimante, avec, des grands-parents, émigrés italiens, qui venaient des Abruzzes, Mhm, donc dans une culture, très liée, très forte, et du côté de mon père, une famille un peu plus, décimée, mais qui était, originaire de Meurthe-et-Moselle-Nord, donc des hauts-fourneaux, à Longwy. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, mhm, j'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai pas mal couru, j'ai étudié le droit et mhm, ensuite j'ai fait une école de commerce et une école, d'ingénieur, à Paris. mhm. Heu, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une grosse vie sociale, et j'ai très peu de culture. Ok, merci beaucoup. Tu as parlé de ton parcours en droit. Qu'est-ce que t'a amené à faire ça? Ce qui m'a amené à faire ça, en réalité, c'est une absence de choix. C'est-à-dire Mmh. que j'étais au lycée, un étudiant, enfin un lycéen qui avait des facilités, Mmh. mais j'ai jamais travaillé, et donc quand, il a fallu que je passe mon bac, que j'ai eu, ras des pâquerettes avec un bac, littéraire. Mmh mh. Bah, en réalité, les seuls endroits qui voulaient de moi, c'était les facs. Mes 2 parents étaient avocats, Mmh. et donc je me suis dit en bon flemmard, visionnaire, que si, je rentrais en faculté de droit, tout deviendrait plus simple. Mmh. Il s'avère que c'était pas du tout le cas. J'ai redoublé ma première année avec, je crois 6,8 de Oui, moyenne, je OK. où en gros j'ai fait une catastrophe sur mon premier semestre et j'ai validé tant bien que mal le deuxième. Mmh. Et j'ai commencé à aimer le droit à partir du moment où j'ai dû bosser en parallèle de mes études. OK. Et c'est-à-dire que ma mère a fait quelque chose, d'incroyable. C'est qu'étant donné que j'avais validé mon deuxième semestre de droit, l'année d'après, il fallait que je repasse simplement le premier. Mmh. Et donc au 31 décembre, Mmh. j'étais en vacances au 10 septembre, de l'année d'après. Donc j'avais 9 mois Ouais. à rien faire. Mmh. Et elle a vu la dynamique qui était en train de se profiler, c'est-à-dire que du 1er janvier au 15 janvier, j'allais en boîte de nuit, je voyais mes copains, et cetera. Et elle est venue me voir un jour, elle m'a dit: «Tu sais, moi, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils sont arrivés en France, ils parlaient pas un mot de français. Ils ont été bosser à l'âge de 14 ans». Mmh. Ma grand-mère elle bossait dans les champs quand elle était en Italie. Quand elle est venue en France, elle était couturière. Elle élevait ses 4 enfants et elle allait faire des ménages, chez un vétérinaire le soir. Et mon grand-père, il partait à 6 heures du matin. Il était maçon et il travaillait à la tâche. Donc il était payé en fonction du nombre d'agglos qu'il allait poser. Et elle me dit: «Moi, j c'est pas mes valeurs. Donc en Mmh. fait, si tu veux te comporter comme ça, tu te comportes comme ça, parce que c'est ta vie et tu choisiras ce que tu veux faire. Mais par contre, c'est pas moi et ton père qui allons financer tout ça». Mmh. Et donc en fait, elle m'a mis un électrochoc, ça m'a forcé, à aller bosser parce que, bah, je pouvais plus, financer, Incroyable, mes ouais. soirées. Et donc j'ai commencé à faire, 1 mois de stage dans une étude notariale, Mmh. à Nancy. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un agent immobilier, qui était patron de 2 agences, à Nancy, et qui m'a entendu prendre quelques appels, et il se disait qu'il avait besoin, d'un stagiaire Mmh. ou de quelqu'un qui allait passer pour faire de la prospection téléphonique. Mmh. Ce que j'ai fait, et j'ai pris énormément de plaisir à ça, pour une raison simple, c'est que j'avais 19 ans et j'étais capable de vendre des maisons. Et tu donc tu as découvert, en fait, cette appétence un peu pour le business, déjà à ce moment-là, mais tu décides de continuer, dans les études de droit? Bien sûr, toi tu es d'origine russe, mais Mmh. en France, Mmh. le diplôme est extrêmement important. Ah oui, 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 on y arrive. Si si C'est si vrai. si tu pas, un cursus avec Mmh. minimum, un bac+5, concrètement, les gens, se disent: «Mais attends, c'est qui ce mec? Il a pas vraiment de C'est pas compétences», et sérieux, cetera. ouais, 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 bien sûr. Exactement. Mmh. Donc j'étais, dans mon cursus de droit. J'ai continué mon cursus de droit avec une progression assez importante chaque année, où Mmh mh. concrètement j'ai pris 2 points, par an, quasiment dans ma moyenne. Mmh mh. Donc j'ai fini par devenir un très bon étudiant en droit. Mmh mh. Jusqu'à mon DGCE, qui s'est aussi, extrêmement bien passé, où j'étais vice-major de promo. Je l'ai jamais dit Oui, parce que j'en suis pas très fier. Enfin, j'en suis si, j'en suis c'est fier, mais l'occasion je m'en maintenant, fous. tu peux le dire.
Ça y est, 2,6 de moyenne, Et à vice majeur du DGCE de Nancy, exactement. je sais que tu ne te définis absolument pas par ça, hem et d'ailleurs, c'est absolument imperceptible, mais tu as un handicap visuel Ouais. qui ne t'a jamais empêché ni de faire des études de droit, ni de faire du sport, par exemple, ni d'avoir une une vie sociale, très active. Comment tu as fait, par exemple, pour faire tes études en droit, Bah sans vraiment pouvoir, voir, mais je sais pas si tu as fait des notes, par exemple, pendant tes études ou comment tu as fait? déjà, je peux t'expliquer ce qu'est ma maladie pour que Mmh. tout le monde Bien sûr, comprenne bien. En oui. gros, j'ai une maladie qui s'appelle OPA1 ou la Mmh. maladie de Kscher. Enfin, le nom Mmh. technique, c'est OPA1. Mmh. En gros, c'est une maladie qui est une maladie, génétique, qui fait qu'en réalité, j'ai un déficit mitochondrial très, très important. Mmh. Donc ça a un impact sur, la vision, Mmh. ça a un impact sur l'ouïe et ça a OK, potentiellement un impact à terme, motriciel, donc sur ma OK. capacité à me déplacer et à me mouvoir. Mmh. Concrètement, 1/100 à chaque œil, ce que vous pouvez voir, c'est une distance focale sur mon œil droit qui est à 10 centimètres et Mmh. sur mon œil gauche qui est à 50 centimètres. Mmh. Au-delà de ça, je vois pas, le noir, enfin, il y a pas Mmh. de barrage de lumière, Mmh. mais en fait, je n'arrive plus à distinguer ce que c'est. OK. Là, par exemple, en venant, j'ai failli me prendre une voiture parce que c'était une voiture électrique et elle était pas dans mon champ, OK, de parce que vision, tu n'entends pas quotidien OK. Mmh. et exactement. Mmh. Donc comment j'ai fait pour faire des études de droit? En réalité, quand ton cerveau, heu, voit des manquements de ton corps physiquement, il va créer, des mécanismes de contournement et il va créer des solutions pour qu'en réalité, tu puisses quand même arriver à tes fins. Donc moi, j'étais pas capable de lire dans un code, Mmh. donc les codes civils, là, les codes rouges, Mmh. Dalloz. En fait, j'étais contraint d'imprimer ces articles en très, très gros. Pour ceux qui ont jamais vu un code, c'est cette épaisseur-là. Ouais. Mmh. Il y a, je sais pas moi, c'est écrit en police d'écriture 6 ou 9, et moi, je devais l'imprimer en police d'écriture 26 Mmh. et j'apprenais mes articles par cœur. Donc en fait, tel un individu, qui apprendrait par cœur le numéro de sa mère, de son père, de sa tante, à Mmh. une époque où le répertoire n'existait pas sur un smartphone, Mmh. je faisais la même chose, mais avec des centaines et des centaines d'articles. Tu une mémoire, incroyable. Comment, ça se fait? C'est je sais pas. Déjà, moi, à l'époque, quand je devais choisir mes études, pour moi, le droit, par exemple, c'était une des matières qui me faisait peur parce que je me disais: «Mais déjà, il faut apprendre beaucoup de choses par cœur. J'irais plutôt faire des maths, heu, que d'apprendre tant de choses par cœur» et toi, tu en as eu encore, 50 fois plus à apprendre. Ouais, mais en fait, tu raison, il y a un moment donné, en fait, où il faut apprendre, Mmh. mais c'est pas vraiment du par cœur parce qu'en réalité, il faut beaucoup plus comprendre qu'apprendre OK. et derrière, après, le droit, c'est vraiment des mathématiques. Mmh. Heu, il y a beaucoup de gens qui te diront que c'est une science assez littéraire et cetera, mais moi, je Mmh. trouve qu'elle est éminemment mathématique. Mmh. Peut-être qu'il y a une première surcouche très importante de mathématiques Mmh. et une deuxième couche, derrière de volet littéraire pour, contrer des argumentaires ou construire des argumentaires extrêmement complexes. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont un impact fort sur le droit, Mmh. ce sont des ingénieurs et ce sont des OK. mathématiciens. Ah oui, OK. Et donc à la fin de ton parcours, tu veux devenir avocat. Exactement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en 2018, je suis entre mon master 1 et mon master 2 Mmh. et comme tout étudiant, en droit des affaires qui se respecte, je décide de poser ma candidature, pour pouvoir passer le concours d'avocat. Mmh. Il s'avère qu'au vu de mon handicap, j'ai besoin d'un certain nombre d'aménagements, pour passer, cet examen. J'ai besoin d'utiliser mon ordinateur, pour que je sois lisible. Mmh. J'ai besoin de pouvoir avoir ma loupe, parce que je Mmh. lis avec une loupe, monoculaire qui, augmente, en x12, la Mmh. police d'écriture et j'ai besoin d'avoir quelqu'un derrière moi qui contrôle que je suis OK. pas en train de Mmh tricher, mh, mmh. sur mon ordinateur et que je suis sur internet. Mmh. Ça, c'est les aménagements que j'ai eus lors de tout mon cursus. OK. Il Donc c'est s'avère pas que c'est pas très compliqué à mettre en place en soi, c'est plutôt simple à mettre en OK. place. Mais il s'avère que le concours d'avocat, déjà, est national. Donc, c'est pas les aménagements qui sont réalisés par les facultés. Mmh. C'est une commission mixte paritaire, composée d'universitaires et d'avocats, qui va décider, de, ce qui va être mis en place, des sujets, et cetera.
Et il s'avère que dans ce concours, il y a une épreuve qui s'appelle l'épreuve de notes de synthèse. Mmh. Donc, tu as 80 pages que Mmh. tu dois réussir à résumer en 4 pages dans un délai de temps de 5 heures en citant l'ensemble des textes que tu as lus. Mmh. Donc, tu as en règle générale entre 20 et 25 documents. C'est une épreuve où en réalité tu ne lis pas stricto sensus les textes, tu fais de la lecture qu'on appelle en diagonale. Pour Oui. moi, ça a toujours été assez Mmh. conceptuel puisque Mmh. vu que je lis 2 lettres par 2 lettres, si tu veux Mmh. une lecture en diagonale, C'est compliqué. ça me parle pas Mmh. trop. Mmh. Et donc j'essaye de faire ces épreuves Mmh. dans mon coin et en fait, c'est une tannée. Mmh. C'est-à-dire que le dimanche, je me réveille à 8 heures du matin, je fais ma note de synthèse, je finis à 21 heures. Ah ouais, OK. Parce qu'en fait, Mmh. je peux Mmh. pas lire. Mmh. Déjà, le Mmh. temps de lecture, si tu Mmh. veux, de tous ces documents, Mmh. étant donné que je fais pas une lecture en diagonale, mais que je fais une lecture mot à mot, syllabe par syllabe, Mmh. bah en réalité, c'est pas possible. Donc, je sollicite la commission médicale du barreau, pardon, du CRFPA. Mmh. La commission médicale rend un avis favorable en disant vous devez diminuer le nombre de documents et si ce n'est pas possible, vous devez le dispenser de l'épreuve. Mmh. Parce qu'il y a d'autres épreuves aussi pour, devenir avocat. Exactement. Ouais. Et donc, la commission médicale rend un avis favorable. Je commence à bosser le barreau. Mmh. J'ai une prépa Mmh. que j'ai payée. Ouais. Et le 27 juillet de cette même année, alors que je suis en stage dans un cabinet d'avocats d'affaires, Mmh. je reçois une lettre de 2 pages du ministère de l'Enseignement supérieur Mmh. qui vient m'expliquer que, un, si je bénéficiais d'une réduction du nombre de documents, cette épreuve serait plus facile. Mmh. Et donc, il y aurait une rupture d'égalité par rapport aux autres candidats. OK. Et deux, si je n'étais pas capable de réaliser une note de synthèse Mmh. dans un délai de temps qui était celui-ci, je ne serais pas capable d'être avocat. Ah ouais. Tandis Et que tu as déjà un stage dans un cabinet, tu exerces déjà en quelque sorte la profession, alors, j'exerce pas la profession, mais en tout Oui, cas, oui, oui, je suis oui. en stage Mmh. en Ouais. cabinet Mmh. et je suis, sans me jeter des fleurs et en toute humilité, Mmh. un très bon étudiant en droit. Mmh. Et donc là, c'est la première fois de ma vie, si tu veux, que je suis confronté à un problème indépassable, OK. seul, par ma volonté ou Mmh. mes stratégies de contournement, parce que c'est une interdiction administrative. Mmh. Et là, ça s'emballe. C'est-à-dire que certains médias et Mmh. avocats nancéens, étant donné que mes parents sont avocats, en entendent parler. Mmh. L'AFP est averti, donc l'agence France Presse. Mmh. Et alors que je suis en train de bosser, je vois un message qui arrive et il y a des articles qui sortent de tous les côtés en disant un étudiant quasiment aveugle de 23 ans à Nancy se voit refuser l'entrée au concours d'avocat. Mmh. Et là, ça s'emballe et ça devient encore plus difficile parce Oui. qu'en réalité, je n'ai jamais été pointé du doigt Mmh. pour mon handicap. Mmh. J'ai jamais été présenté comme une victime. Mmh. Et je repense, si tu veux, à des premières phrases d'articles où, en gros, il y avait un journaliste de l'Est républicain qui s'appelait Christophe Gobin, qui Mmh. s'appelle d'ailleurs toujours Mmh. Christophe Gobin, qui écrivait, entre guillemets, Mmh. une claque. C'est comme ça qu'a Mmh. vécu machin. Et si tu veux, enfin, moi, je suis assez judéo-chrétien, mais si tu me mets une claque, je te mets une droite. OK. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais pas attendre que tu me mettes l'autre. Mmh. Donc, la victimisation, ça a Mmh. jamais été dans mon Mmh. vocable. J'ai jamais joué le pathos. Mmh. Je suis plutôt un combattant, si tu veux, que quelqu'un qui va se laisser aller Mmh. ou qui va se faire passer pour une victime. Mmh. Et donc ça, c'était relativement difficile. Mmh. Et je dois trouver du coup un plan B, parce qu'il est hors des questions pour moi de devenir juriste pendant 8 ans pour pouvoir devenir avocat Ouais. ou de passer une thèse. Mmh. Et donc là, je décide de m'ouvrir aux autres, Mmh. de rencontrer plein de gens, des patrons, des hommes politiques, des artistes. Tu Euh, cherches un peu la voie? Tu n'avais pas encore en tête ce que tu pourrais faire autre que le droit? Exactement. En fait, OK. je m'étais jamais posé la Ouais. question, si tu veux. Mmh. Mes Mmh. deux parents sont avocats. Ah. Bon, j'avais fait du droit, c'était mal Ouais. passé au départ. Ça Mmh. commence à vraiment très, très bien se passer. Mmh. Banco, tu vois, tu es Mmh. sur une rampe de lancement. Tu t'interroges pas de ce que tu vas devenir plus tard. Mmh. Et ça a été la plus belle chose de ma vie. Mmh. Si en fait, j'avais pas eu ce refus, Mmh. bah, je serais devenu avocat, comme 75 000 personnes en France. J'aurais pas été le meilleur avocat. Je serais probablement resté à Nancy. Je Mmh. serais peut-être pas allé à Paris.
Et donc ça m'a permis de m'ouvrir drastiquement sur le monde et j'en suis extrêmement content aujourd'hui. Donc au final, c'était, plutôt une belle chose, une ouverture pour, pour une autre voie et donc qu'est-ce que tu as fait à partir de ce moment-là? Donc à ce moment-là, donc comme je te le disais, je rencontre plein de gens Ouais. et je crée mon premier podcast Mmh qui me mh. permet justement de rencontrer des gens qui Mmh. s'appelait Made in Nancy, Mmh. où en gros, j'interviewe, des gens qui sont passés par Nancy ou qui sont encore à Nancy. Mmh. Heu, Bah, ça me permet de les rencontrer et donc ils acceptent de me rencontrer parce que je les interviewe. Mmh. Et donc j'ai interviewé, Christian Ecker qui était, l'ancien secrétaire d'État au budget, Mmh. un patron d'entreprise qui s'appelait, François Piot, qui dirigeait le groupe, Prêt-à-partir. Mmh. Un monsieur qui s'appelait, Thibaut Serby, qui, dirigeait une grosse boîte de rachat de crédit, sur le secteur nancéen. Rémi Laurin, qui est devenu, l'avocat, du garde des Sceaux, Éric Mmh. Dupond-Moretti, qui est Mmh. l'avocat de Rachida Dati et de beaucoup d'autres grandes personnalités. Et donc je m'ouvre aux autres de cette manière. Mmh. Et donc là, je commence à me dire que les patrons d'entreprise, j'aime bien ça. Et donc, OK. moi, Mmh. je commence à écouter, des podcasts. Donc Mmh. j'écoute, plein de podcasts et je tombe notamment sur un podcast qui a vraiment changé ma vie, Mmh. qui est le podcast d'un monsieur qui s'appelle Jacob Abou. Mmh. C'est un monsieur que je connais pas de nom, avant, d'écouter ce podcast. Il a 75 ans. C'est un monsieur qui est né à Oran, en 1943. Il arrive en France à l'âge de 13 ans. Il est placé à l'assistance publique avec ses 8 frères et sœurs. Et à son décès, en septembre, 2023, septembre 2022, pardon, Mmh. septembre 2022, il pèse, 400 millions. Il a monté, racheté, repris 300 entreprises, dont, Decra, Les Déménageurs Bretons, Billboard, qu'il a cédé à Jean-Claude Decaux, Les Annuaires Soleil, Le Journal de l'Automobile. Enfin, Mmh. il a une galaxie. Mmh. Et c'est un mec qui n'a aucun diplôme. Le seul diplôme qu'il a, c'est le permis de conduire. C'est un fan de bagnole et un fan d'automobile, Mmh. mais c'est le seul diplôme. Et je sais pas pourquoi, alors que j'en ai déjà écouté 50 avant. Et des gens, si tu veux, qui sont quand même plus sexy au premier abord. Mmh. Des Victor Luger qui ont monté Big Mama, qui ont levé des millions, etc. C'est plus sexy. Mais moi, ce qui me plaît, c'est sa personne, c'est la façon dont il s'exprime, c'est sa capacité en fait à embarquer les gens dans une histoire et les embarquer derrière eux. Et je me dis que si je rencontre cet homme, ma vie changera. C'est un combattant, comme toi? C'est un alors ouais, Mmh. mais Mmh mh. plus que moi. Plus que moi. Moi, j'ai jamais connu la faim, tu vois? Mmh. J'ai toujours eu, à manger dans mon frigo. Mmh. J'ai jamais, dû me battre, au sens propre dans la rue, pour sauver ma vie. J'ai jamais été déraciné, Mmh. comme il a pu l'être. Et j'ai pas dû nourrir, une famille, de 8 frères et sœurs qui dépendaient de moi pour pouvoir bouffer. Mmh. Donc si tu veux, le plus gros handicap, c'est celui que lui a connu et c'est pas celui Mmh. que moi je peux avoir. OK. Et donc je fais tout pour rencontrer Jacob. Mmh. Ça devient, si tu veux, une espèce de quête fanatique Mmh. où je me dis que si je le rencontre, tout va s'éclairer. Mais si tu veux, avec un peu de recul, heureusement que je l'ai fait, mais j'ai déployé une énergie qui était colossale. Alors qu'en fait, si ça se trouve, j'aurais rencontré Jacob pour la première fois, il m'aurait dit: «Mais t'es qui? Je peux rien faire pour toi», tu vois? Et donc, je passe des appels pour, essayer de le rencontrer. Malheureusement, j'y arrive pas et dans ce podcast, il dit qu'il est mentor, dans la majeure entrepreneur à HEC. Moi, HEC, je sais pas ce que c'est. Mmh. Je viens de Nancy, j'ai fait un lycée de ZEP, donc pour moi, c'est très, très loin, si tu veux. Je viens pas du Mmh. microcosme, parisien, j'ai pas fait Mmh. mes études, à Stan, j'ai pas fait une prépa à Ginette, Mmh. donc c'est très, très loin pour moi. Et je m'inscris et je décide de passer, les concours. J'ai la chance d'être reçu, aux écrits, donc je suis, convoqué à Paris, pour les oraux. Mmh. Et les oraux d'HEC Entrepreneur sont des oraux assez particuliers où en fait tu rentres à 3 candidats, dans une salle. Mmh. Il y a 3 jurys, tu as 15 minutes par jury et il y a une cloche qui retentit toutes les 15 minutes. Et que tu sois au milieu d'une phrase, à la fin d'un mot, en train de t'expliquer et cetera, tu te lèves, tu pars et tu changes de jury. Tu t'es préparé à cette épreuve ou Je c'était m'étais un peu totalement préparé à cette mmh. épreuve en appelant, 2-3 anciens qui étaient passés, Mmh. mais j'ai pris un énorme coup de pression quand j'ai vu qu'il y avait, un mec qui passait avec moi dans la salle d'attente, donc qui est rentré en même temps que moi dans la salle d'attente.
qui m'expliquait qu'il avait regardé toutes les boîtes qui avaient été créées depuis 10 ans au sein du truc, etc. Et j'étais là en mode, ah ouais, mais je vais me faire rouler dessus. Moi. En fait, je suis pas du tout préparé. Et j'ai été tel que je suis là, c'est-à-dire le plus authentique du monde, Mmh. avec le plus de franchise possible. Et c'est des entretiens qui sont connus pour être très punchy. Mmh. C'est-à-dire que le jury qui est là pour te déstabiliser, pour te rentrer dedans et voir la manière dont tu réagis. Et donc mon premier jury se passe très bien. Et avant même de m'asseoir à mon deuxième jury, euh, Alain Bloch, qui était le président Mmh. d'HEC Entrepreneur, me dit, mais attends, t'assois pas, je vois sur ton CV que tu as fait un DJDE. Il savait très bien que j'avais fait un DJCE, Mmh. un DJDE. En Lorraine, même pas à Paris, t'as pas ta place ici. Et moi, je dis, en fait, j'ai ma place ici pour une bonne raison. Déjà, c'est que j'ai été sélectionné, qui est une raison Mmh. objectivement évidente. Et la deuxième raison, moi, de toute façon, je suis pas là pour rentrer à HEC. Je suis là pour rencontrer un homme. Et cet homme, c'est Jacob Abou. Et voilà pourquoi je veux le rencontrer. Et voilà qui je suis. Incroyable. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu prends un risque de ne pas être admis avec cette franchise, ou À ce pas? moment-là, je pense déjà que je ne suis pas pris. OK. Et donc, je tente le tout pour le tout en me Mmh. disant, mais de toute façon, ce mec ne m'a pas Mmh. respecté, alors que c'est quelqu'un vraiment de fantastique qui joue Mmh. éminemment un rôle. Euh, du coup, je vais lui dire pourquoi je suis là, Mmh. je vais lui dire ce que je fais. Et il s'avère que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que Alain Bloch était un proche de Jacob, et Mmh. c'est d'ailleurs lui qui l'a fait rentrer à HEC en tant que mentor. Mmh. Et Jacob lui avait racheté une boîte à la barre du tribunal de commerce de Paris. Il avait malheureusement déposé le bilan. Et Jacob l'avait racheté. Mmh. C'était les Annuaires Soleil, qui était Mmh. le concurrent direct de Page Jaune à l'époque. Et il l'avait revendu quelques mois après au groupe Bouygues. Donc il voyait très bien, de qui tu Il voyait parles très et bien de qui il pourquoi. s'agissait, mais moi, je ne savais pas qui c'était lui. Mmh. Et il sourit et il me dit, Valentin, je vous promets que si vous êtes pris à HEC, euh, je vous présenterai Jacob. OK. Et je dis, Alain, Ouais. moi, je suis italien et la parole donnée, c'est la chose la plus importante. Et il m'a dit, tu sais, moi, je suis juif et c'est pareil. Et donc, c'était très drôle. Parce qu'on Ouais. on en a beaucoup ri a posteriori. Euh, je rentre à Nancy, je continue à bosser à la fac. Et le 6 juin 2019, je suis admis à HEC. Donc, je suis très Mmh. fier Mmh. de ça. Mais je me rends pas vraiment compte de ce que c'est. Et on arrive à HEC en septembre, où on part tous une semaine dans le Mmh. Jura. Ouais, c'est le début du programme, ouais, Exactement, c'est le communiqué début du très chouette, programme ouais. XHEC. Donc Mmh. pendant une semaine, on va marcher 100 km dans le Jura. Mmh. C'est extrêmement bien organisé. Tu es en groupe de 3, tout le monde se rencontre. Tu avances en fait toute ta semaine. Et à la fin, tu connais quasiment 50% de la promo, Mmh. qui est une promo de 100 personnes avec 40 HEC Grande École, 40 Mmh. polytechniciens et 20 Mmh. personnes qui viennent de Mmh. l'extérieur. Cette semaine se termine et on a le lancement de la première mission, qui est la mission création. Ça se passe à Porte de Champéret, à la CCI de Paris. Et donc, on est tous dans un amphithéâtre. Donc, moi, je suis au fond de l'amphithéâtre et il y a beaucoup d'effervescence Mmh. dans l'amphi parce qu'il y a les mentors, les porteurs de projets et tous les étudiants qui sont dans le même amphi. Donc, tu as des entrepreneurs très connus qui sont là. Donc, tous les étudiants sont hyper contents. Moi, la vérité, c'est que je vois personne. Mmh. Donc je suis en haut de l'amphithéâtre. J'étais à côté d'un de mes copains qui s'appelle Julien Latouche. Et on est en train de se remémorer la semaine qu'on a passée par le passé. Et on se demande sympathiquement ce qu'on a fait mutuellement ce week-end. Alain Bloch, le même, Mmh. monte à la tribune. Il dit pas bonjour. Il dit Valentin Tonti Bernard, lève-toi. Et Un petit peu de là, stress. je me lève. Je pense que je suis tout rouge. Je suis désorienté. Je comprends pas ce qui se passe. Là, je sens le poids de tous les regards qui se portent sur moi. Et vraiment, je pense que j'emmène pas large. C'est-à-dire que je pense que si j'avais une chemise comme ça, ce qui ne devait pas être le cas, je pense qu'elle était vraiment pleine de transpiration. Tu vois, genre un état de stress très important. Et Alain prend la parole en disant, mais en fait, voilà, Valentin, il est quasiment aveugle de naissance. Il n'a pas pu devenir avocat, mais heureusement, parce que sinon on l'aurait pas eu là aujourd'hui face à nous.
Et il pense qu'HEC, c'est une école de fils à papa. On va essayer de lui montrer que c'est pas le cas. Mmh. Et il est là pour rencontrer un homme, Jacob Abou. Jacob, lève-toi. Et donc là, je suis vraiment extrêmement ému. Je pense que mes yeux, au minimum, se remplissent de larmes. Mmh. Au maximum, les larmes coulent. Et donc, je sens une chaise bouger, donc le fameux Jacob Abou qui se Mmh. lève et qui me dit: Valentin, sache que mon temps, elle tient. Et je lui ai répondu: Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres. Donc, tout le monde applaudit, trouve ça Ouais, génial, etc. génial. Moi, je me rassois, je suis extrêmement ému. Et là, j'ai mon copain qui me tape sur l'épaule, le fameux Mmh. Julien. Il me dit: Tu sais, là, le gars qui s'est levé en bas, le Jacob, en fait, il est là et il me fait des grands signes pour que tu ailles le voir. Et donc, je vais le voir, Mmh. je descends avec lui l'amphithéâtre et il me chope dans l'interstice de la double porte, en me collant quasiment contre le mur, Mmh. en me disant: Mais tu viens d'où, toi? Comment est-ce que toi, tu peux en être là où tu en es aujourd'hui? Moi, tu le sais pas, mais j'ai 3 frères et sœurs qui sont sourds et muets. Et je veux comprendre comment toi, tu as fait pour en être là où tu en es aujourd'hui. Parce que eux, ils ont galéré toute leur vie. Mmh. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté. Ça a été dans un premier temps un professeur. Ça a Mmh. très vite bifurqué vers un mentor, avant de devenir un mentor et ami. Mmh. Et à son décès, c'était quasiment comme mon père. Mmh. Moi, la chose la plus belle qu'une de ses filles ait pu me dire, et aussi la plus dure à entendre, c'est euh, mon père te considérait comme le seul fils qu'il n'ait pas eu. Parce que Jacob avait 3 filles, Elle a que des filles. Karine, Mmh. Caroline et Mmh. Estelle. Et c'était extrêmement émouvant. Et c'est un monsieur qui m'a tout donné. Mmh. Pas du matériel, Mmh. mais il m'a tout donné. En fait, il m'a donné son temps, il m'a donné son savoir. Il me répétait tout le temps, en fait, moi, mon objectif, c'est que tu désapprennes ce que tu crois savoir et que je te réapprenne comment tu dois fonctionner. Mais stocke bien ce que je vais te désapprendre. Parce qu'en réalité, si tu as mes méthodes, ta connaissance et ton cerveau, tu iras beaucoup plus loin que ce que je suis jamais allé. Et c'était incroyable. Et je pense pas que ce soit vrai, parce qu'il était vraiment très très fort et Mmh. très très intelligent. Mais c'était incroyable. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi brillant que ça. Jamais. Et il avait une force, il avait une énergie, il était capable de déplacer des montagnes. Rien n'était trop gros pour lui. C'était fou. C'est fou, c'est Ouais. très inspirant d'avoir quelqu'un comme ça à tes côtés. Qu'est-ce que tu as pu, justement désapprendre avec lui? Qu'est-ce que vous avez fait, par la suite? Alors, avec lui, pendant 3 ans, j'ai fait de l'acquisition, de la cession et du management de transition dans les Mmh. boîtes qu'il avait en portefeuille ou dans les boîtes qu'il souhaitait racheter. Et tu connaissais rien dans tout ça Je avant? connaissais rien, mais il savait que je connaissais rien. Mmh. En fait, son objectif, c'était juste de me dire t'y vas, je te fais confiance, tu parles avec les gens, tu me donnes tes intuitions, tu me donnes tes instincts. Il y a des experts qui vont être là, quoi qu'il arrive, Mmh. mais toi, tu gères les experts. Mmh. Les experts, c'est fait pour expertiser, toi, Mmh. t'es fait pour décider. Mmh. Bon, évidemment, je décidais pas, je l'appelais. Mais il mais, t'a je, laissé quand mais même, je prenais l'information. un peu de marge de décision et de manœuvre. OK. Exactement. Il me laissait, si tu veux, me casser la gueule, faire mes Mmh. conneries, et Mmh. derrière, il m'expliquait pourquoi ça n'allait pas. Mais avec Jacob, tu n'avais pas le droit de faire 2 fois la même erreur. Euh, Mmh. il disait, à juste titre, qu'il n'y a qu'un âne qui fait 2 fois la même erreur. Donc concrètement, quand tu fais une erreur, il t'explique pourquoi tu as fait ton erreur de façon extrêmement calme. Il t'explique quelles étaient les options que tu avais Mmh. entre tes mains. Mmh. Il t'explique pourquoi, quand on te dit que tu as une seule option, en réalité, tu en as 50 derrière. C'est juste que la personne qui est en face de toi pense avoir un ascendant. Et vu qu'elle pense avoir un ascendant, mais en fait, toi, tu y crois. Mmh. Et tu prends une décision qui va trop vite. Et Et tu jamais fait 2 fois la même erreur? pas dans ma vie professionnelle. OK. Mmh. Bravo. Et donc, il m'a appris vraiment énormément de choses. Mais après, il m'a donné des conseils, si tu veux, qui étaient dignes des années 70 et que je réappliquerai pas. Mmh. Moi, je Pourquoi pense à pas? un conseil qui va faire beaucoup rire les gens. Il faut pas le prendre comme quelque chose de connard de patron. C'est Mmh. pas le cas. C'est un mec de la démerde. Mmh. Il te disait, quand j'ai monté mes premières boîtes, il me disait: Valentin, quand tu recrutes tes commerciaux, tu en recrutes 2 en même temps. Le jour de leur arrivée, tu leur fais tous les 2 signer une lettre de démission sans la date. C'est Tu les un fais peu travailler, dur comme conseil. tu les fais travailler Mmh. sur leur période d'essai qui dure 3 mois. Mmh. À la fin,
tu gardes le meilleur des deux et le meilleur des deux, tu lui donnes les commissions que l'autre aurait dû avoir. C'est horrible. Et, Est-ce que tu l'as et fait? non, jamais, jamais, jamais. Mais si tu veux, je suis même pas sûr que lui, il l'ait fait. OK. Il voulait me montrer, si tu veux, qu'en réalité, il existe toujours des mécanismes Mmh. pour orienter des Mmh. situations. Il est toujours possible de pousser les gens. Et Mmh. peut-être qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait, Mmh. c'était à une époque Mmh. qui n'est pas l'époque actuelle. Mmh. OK, et donc tu as passé, beaucoup de temps avec lui, et en parallèle, tu faisais tes études, à HEC? Exactement. Donc, mais je passais la majorité de mon temps avec lui. Mmh. En Est-ce fait, que d'ailleurs tu as, est-ce qu'on peut apprendre l'entrepreneuriat à l'école? Même aussi forte et bien que HEC? euh, de toute façon, l'entrepreneuriat, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend vraiment sur le terrain. En Mmh. gros, si tu sais vendre, si tu es capable de réunir des gens bons autour de toi, qui sont capables de te suivre, peu importe les élucubrations que tu as, Mmh. et si tu es capable de prendre des parts de marché de façon significative en produisant avec un minimum de qualité, Mmh. tu es entrepreneur. OK. Euh, est-ce qu'on t'apprend, est-ce qu'on peut t'apprendre à entreprendre? On peut te donner des clés qui vont être des clés extrêmement importantes. Par exemple, tu vois, la façon de gérer ton BFR, la façon de Mmh. gérer tes finances, comment bien les piloter, les quelques concepts marketing qui vont pouvoir être pertinents, les quelques concepts de strat d'entreprise qui vont pouvoir être pertinentes, les quelques conseils, enfin quelques concepts, pardon, de valorisation d'entreprise que tu dois conserver en tête, ce qui vaut de l'argent aujourd'hui, ce qui te rapporte de l'argent demain. Tu as quelques aspects qui vont être importants, mais c'est pas pour le 0 à 1. Si tu veux, le 0 à 1, il est assez, viscéral et instinctif. Mais Mmh. ce qu'on t'apprend là-bas, c'est quand même à éviter certains écueils. Donc comprendre comment, un VC fonctionne, comprendre quels sont les Mmh. alignements entre le VC et l'entrepreneur et quels sont les désalignements entre le VC et l'entrepreneur. Comprendre ce que va vouloir un corpo, comprendre, à qui tu vas pouvoir vendre ta boîte plus tard. Mmh. On t'apprend pas à entreprendre, mais on t'apprend en fait à faire grandir ton entreprise. Donc le 0 à 1 OK. pour moi, Mmh. il s'apprend pas à l'école, Mmh. même s'il y a des concepts qui vont pouvoir être pertinents, mais l'école t'aide pour le 1 à 10 et OK. pour la sortie, Mmh. et ça éminemment. Tu as changé d'avis, sur HEC? J'ai changé d'avis sur HEC, ouais. Moi, j'ai rencontré des gens vraiment formidables à HEC. Mmh. Des gens qui sont devenus des amis très très chers, et Mmh. pareil à Polytechnique. Mmh. Les cours étaient plutôt d'une très bonne qualité. Mmh. C'est pas exceptionnel, je suis pas sûr que les cours soient meilleurs à HEC par exemple qu'à Kedge. Tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait Mmh. une grosse distinction, si tu veux, entre ce OK. qui va être fait. Mmh. Mais la grosse distinction, elle est dans les gens qui t'entourent. Mmh. C'est des gens qui ont un esprit, un cerveau qui est différent du tien. Mmh. Et en fait, la confrontation des cerveaux différents, en fait, ça génère des trucs de dingue. Mmh. Et à HEC, entrepreneurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir les meilleurs étudiants français Mmh. et internationaux, mais qui étudient en France, Mmh. dans leur école et dans leur major entrepreneur. Et aujourd'hui, la majeure entrepreneur d'HEC, elle devient plus demandée que la majeure finance. Donc, il y a Mmh. aussi une hype autour de ça. C'est vrai. C'est vrai que ça devient plus à la mode Exactement. que la finance, c'était pas toujours le cas, mais Avant, t'étais un va-nu-pied quand t'étais entrepreneur. c'est vrai. T'étais C'est vrai. un mec du sentier. Non, mais c'était réservé aux mecs du sentier. Mmh. Jacob, c'est un mec du sentier. Mmh. Mmh. Et le mari de la dernière fille de Jacob, son papa, c'est un mec qui a créé Naf Naf et Chevignon et qui a amené Mmh. sa boîte jusqu'à l'IPO. C'est un Mmh. mec du sentier. C'était Mmh. pas des métiers qui étaient souhaités avant. Mmh. T'étais commerciant ou tu faisais Mmh. du business, t'étais un va-nu-pied. La connotation de commerçant, effectivement, a, je pense, beaucoup changé depuis. Et c'est un programme très chouette à HEC aujourd'hui. Moi, dans mon passé, j'avais un business où j'accompagnais les gens pour intégrer les programmes des grandes écoles, en France et ailleurs, mais beaucoup en France. Et HEC Entrepreneur, ça fait partie des programmes qui fait rêver. Et je racontais souvent ton histoire en disant, voilà, allez-y, authentique, à l'entretien. Racontez vraiment ce que vous venez faire ici et ça va très bien se passer. Donc, chouette. Et donc après HEC, à quel moment tu décides de te lancer tout seul et de ne plus continuer à être avec Jacob? Alors, j'ai toujours continué à travailler avec Jacob. Mais je décide de me lancer seul à un moment donné où, Jacob on venait de racheter une boîte, en Espagne avec Jacob.
qui faisait 600 salariés. Donc, elle était rachetée avec Mmh. l'État espagnol, un constructeur, un équipementier Mmh. et quelques investisseurs particuliers. Et cette boîte, elle faisait du reconditionnement de véhicules électriques. Mmh. Et en 2020, il me dit: «Tu es prêt, maintenant tu vas prendre la tête de cette boîte, on a besoin que tu la prennes». Et moi, si tu veux, j'avais une compagne, dont j'étais, fou amoureux, à Paris. Je commençais à aimer la vie, parisienne, Mmh. et je lui dis: «Bah, en fait, non, j'y vais pas. Je parle pas un mot d'espagnol». J'ai toujours été très, très mauvais avec les langues. Ouais. Mmh. Ça m'a d'ailleurs fait perdre un gros deal récemment. Et j'y vais pas, je reste à Paris. Mmh. Et là, c'est la seule fois de ma vie où il m'a vraiment disputé. Enfin, il a vraiment gueulé sur moi en me disant: «Mais t'es vraiment con, t'as rien compris, je te donne ta chance, t'étais prêt maintenant, il faut que tu y ailles» et cetera. Mmh. Et je lui ai dit: «Jacob, j'y vais pas». Tu résisté. On s'est très vite rabibochés, Mmh. mais Mmh. 1 semaine après, c'était rabiboché. Mmh. Et là, du coup, j'ai dit: «OK, bah, en fait, il faut que je monte ma boîte». Heu et j'ai monté ma boîte dans un secteur, qui avait pas voulu de moi, qui était, la profession d'avocat. Je me Mmh. suis dit: «En fait, si j'arrive à devenir le plus fort des avocats sans être un avocat, c'est qu'en réalité, j'aurais tout gagné». Et donc, mon idée est de faire en sorte de former les avocats dans un temps à ce qu'ils acquièrent des compétences business Mmh. qu'ils n'ont pas acquis au sein des facultés françaises. Mmh. Parce qu'en France, on forme des juristes, Mmh. mais on forme pas des patrons de cabinet. Il y a pas de cours de strat, il y a pas de cours de finance, il y a pas de cours de Mmh. marketing, il y a pas de cours de communication, et Mmh. cetera, et cetera, et cetera. Et donc, mon business, c'est ça, Mmh. dans un temps 1. On ajoute ensuite en temps 2 du coaching business et en temps 3 du conseil. Mmh. Et donc, je crée cette boîte qui s'appelait Anomia le 15 avril 2020 Mmh. et je la revends le 23 septembre 2022, quelques millions d'euros à un groupe qui s'appelle Xelia, En espace de 2 ans. en 2 ans. C'est très Et rapide. sans financement extérieur, Mmh. sans dette bancaire et sans injection de capitaux propres. Et si on revient au début de l'histoire, à Anomia, qui étaient tes premiers clients et qu'est-ce que tu leur as vendu au début? C'était une formation, c'est ça, au Ouais, début? mes Comment premiers tu as fait? clients, c'est 13 avocats qui étaient des avocats indépendants, Mmh. donc qui faisaient entre 80 000 euros et 200 000 euros de chiffre d'affaires et Mmh. qui m'ont fait confiance alors qu'en réalité, j'étais encore étudiant à HEC. Mmh. Et on leur a dispensé une formation qui a duré sur 2 semaines, Mmh. 2 heures par soir, Mmh. du lundi au jeudi. Donc une formation de 18 heures, Mmh. 16 heures, pardon, 14 heures. 14 heures qui avait été réalisée. Et à l'issue de cette formation de 14 heures, tu avais 2 heures de coaching avec moi, Mmh. où en gros tu parlais. Moi, j'intervenais pas sur la première formation. Mmh. On avait 3 intervenants stars, dont un avocat, Mmh. qui était en fait l'ancien patron de Capgemini, Mmh. qui s'appelle François Mazon et qui intervenait du coup sur nos premières formations. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé. Et qu'est-ce que tu, racontais dans cette, formation? Parce que les avocats, par exemple, quand tu te lances, tu ouvres ton cabinet, Ouais. tu sais très bien exercer ta profession dans ta spécialité. Tu n'as pas le droit de faire de la pub, normalement, dans le métier d'avocat. Tu peux faire de la pub. OK. Comment tu trouves tes clients, en fait? Si moi je me lance demain, je ne sais pas comment faire. Bah, en gros, on expliquait, si tu veux, une notion simple qui est vraiment le funnel d'acquisition. Mmh. Donc, tu as ton funnel, donc c'est Ouais. un funnel, c'est un entonnoir. Mmh. Donc, la partie la plus large est au-dessus. Et en gros, tu as 4 éléments à l'intérieur de ce funnel. Mmh. Tu as grosso merdo, les gens qui te connaissent. Mmh. Donc ça, tu les obtiens grâce à une stratégie de notoriété. Les gens qui interagissent avec toi. Donc ça, tu les Mmh. obtiens grâce à une stratégie Mmh. d'acquisition. Les gens qui sont clients chez toi. Donc ça, c'est le passage des leads marketing, donc Mmh. du MQL au Un client. Sales Qualified Lead, Mmh. SQL Mmh. en client. Mmh. Et enfin, tu as les clients qui achètent à nouveau des services chez toi, qui sont des clients promoteurs, qui vont parler de toi, te recommander, etc. Et ça, concrètement, c'est la stratégie de promotion, de fidélisation Mmh. et de cross-selling Mmh. derrière. Mmh. Et donc, au-dessus de ce funnel, tu as une première chose Mmh. qui est le positionnement. Et donc, concrètement, nous, on descendait tout le funnel. Donc, du positionnement à la stratégie de notoriété, à la stratégie d'acquisition, à la conversion, à l'upsell, au cross-sell.
et la fidélisation. Mmh. C'est très simple. Tu vois, pour quelqu'un qui a fait. Toi, tu travailles au BCG, tu dois te dire, en gros, ok, le mec n'a pas du tout inventé l'eau chaude. Mais en fait, on appliquait ces concepts-là, qu'on était en capacité d'expliquer avec des analogies d'entreprises dans d'autres secteurs d'activité. Mmh. On les appliquait ensuite de Mmh. façon extrêmement concrète à leur activité. Mmh. Et derrière, la chose la plus importante, c'est qu'on leur faisait faire. Mmh. C'est-à-dire que durant nos formations, ils bossaient sur des matrices qu'on avait créées Mmh. pour bosser sur leur propre business. Ils avaient des résultats, j'imagine, assez rapidement. Exactement. Et en fait, ils sortaient de la formation. Mmh. Quand tu cumulais les 7 matrices sur un tableau de synthèse, Mmh. tu avais ton positionnement, ta stratégie de notoriété, ta stratégie d'acquisition, la manière dont tu allais convertir, Mmh. la manière dont tu allais œuvrer pour la fidélisation. Mmh. Et tu avais des actions très concrètes à côté, Ouais, ouais. mais qui sont, tu vois, pour le commun des entrepreneurs qui ont fait ces écoles-là, qui est le b.a.-ba du business, Oui. mais Mmh. qui est hyper important. Mmh. C'est la chose la plus importante au monde. Et qu'on n'apprend jamais à Mais la non. fac de droit. Ouais. Exactement. En fait, on te donne la structure dans le développement de ton activité. On a 75 000 avocats en France, c'est ça? Ouais, T'as dit 74 000 et quelques. Comment tu te distingues un positionnement vis-à-vis des autres? Bah déjà, tu te distingues par ta spécialité. Bien En sûr. vrai, il y a 74 000 avocats en France, Mmh. mais si tu veux, ils ont tous le même titre, donc ils s'appellent Mmh. tous avocats. Oui. Mais entre un avocat comme Jean-Michel Darrois, qui est le plus grand avocat d'affaires français, avec Didier Martin et d'autres, bah, t'as pas le même métier que Éric Dupond-Moretti, qui lui était avocat et qui allait défendre des gens qui étaient accusés à la cour d'assises. Mmh. T'as pas le même métier que l'avocat qui va s'occuper du droit des étrangers pour faire en sorte d'obtenir la nationalité Mmh. ou de pas prendre une OQTF. Mmh. T'as pas le même travail que quand tu fais du droit de la famille et que tu vas t'occuper de divorce toute la journée. Mmh. Donc, le métier d'avocat est basé sur un titre unique, mais une réalité qui est une réalité extrêmement fragmentée. Mmh. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Tu te distingues par ta spécialité. Ensuite, tu vas pouvoir te distinguer par un deuxième critère qui va être une sous-spécialité. Mmh. Je fais du droit de la famille, ok. Droit de la famille, donc il y a de la succession, il y a du divorce, il y a du juge aux affaires familiales, il y a potentiellement du régime matrimonial. Enfin, je ne vais pas faire un cours de droit, Mmh. mais déjà, tu peux choisir cette première spécialité et cette sur-spécialité Mmh. que tu vas aller chercher derrière. Et ensuite, il y a la segmentation de clientèle. Ok, donc je fais du droit de la famille en régime matrimonial exclusivement, mais à destination de qui je vais le faire? Avec quel positionnement prix je vais le faire? Comment est-ce que je vais rendre mon service? Est-ce que c'est un service physique? Je vais voir les gens qui vont être face à moi. Est-ce que c'est un service en ligne? Mmh. Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que c'est de la demi-mesure? Est-ce que c'est du packaging? Comment je le réalise derrière? Mmh. Et si tu veux, on est vraiment sur un univers où on est, je ne vais pas utiliser le terme d'océan rouge, mais il y a du brouillard partout. Mmh. Personne ne comprend vraiment ce que les autres font. Mmh. Et avec un peu de structure et un peu de méthode, tu fais beaucoup d'argent. Nous, on accompagne un avocat qui s'appelle Avi Biton. C'est l'avocat aujourd'hui qui est le plus suivi sur TikTok et sur Instagram en France. Lui, quand on l'a pris entre nos mains, donc ça, c'est sur du conseil, Mm. il faisait du dommage corporel, du droit pénal, du droit du travail. On a coupé toutes ces activités, Mhm. on a conservé qu'une sous-branche du droit social, qui était la rupture conventionnelle ou la rupture transactionnelle des cadres dirigeants qui quittaient leur entreprise. On a ajouté une surcouche. On a décidé que ces cadres dirigeants devaient avoir un package minimum à au moins 200 000 euros par an. Très intéressant. Donc, en fait, il vient te voir, tu lui dis, OK, on prend toute ton activité, on coupe On coupe tout. 90%. Droit de famille, tu as dit, il faisait Dommage corporel, dommage droit pénal corporel, et droit ça, social. ciao, on enlève. Mm. On focus sur un sujet très, très, très spécifique qui est la rupture conventionnelle. Ensuite, tu fais la segmentation client, donc tu choisis ceux qui vont payer le plus ou qui seront le plus intéressés par le service. Il vous fait confiance, il dit, OK, let's go, je coupe tout ce que j'avais fait avant. Mais exactement. Mais en fait, on a eu beaucoup de chance, c'est Mm. qu'il n'avait plus le choix. OK. C'était un cabinet en fait qui tournait bien, Mhm. mais qui était en difficulté pour d'autres raisons. Mhm. Et donc en fait, il fallait qu'il reparte. Ok. Et donc on a pris une agence. On lui a dit d'aller voir l'agence personnelle qu'il allait voir pour faire des vidéos sur TikTok, Mhm. etc. pour partir. Et on a commencé à augmenter les prix de façon drastique. Ok. C'est-à-dire qu'étant donné que le flux de leads Mhm. devenait trop important, Mhm. plutôt que de mettre le cabinet en surtension en termes de production, Mhm. on a dit il y a trop de volume, il faut qu'on maîtrise le volume.
maîtriser le volume, Mhm. on a choisi une des solutions possibles, Mhm. c'était l'augmentation des prix. Ok. Et donc, cet avocat qui était à l'époque à 300 euros TTC de l'heure, Mhm. aujourd'hui, on l'a fait passer à 720 euros de l'heure, Ok. de façon Plus progressive. que fois deux. Ok. On était monté jusqu'à 840. 840, Mhm. c'était trop. On est redescendu. Ok. Et là où il prenait à l'époque 8 ou 10% d'honoraires de résultat, Mhm. aujourd'hui, il prend 24% d'honoraires de résultat. Mais c'est Ok. devenu la référence. Oui. En fait, c'est Mhm. un mec, tu vas chez lui, Mhm. il arrive à dealer avec L'Oréal, il arrive à dealer avec Mhm. BNP, il arrive à dealer avec Natixis, avec la BPCE, etc. Et il arrive à obtenir des indemnités que d'autres n'arrivent pas à avoir. Mhm. Ben oui, ça vaut de l'argent. Et Bien sûr. aujourd'hui, il est passé à un cabinet qui devait faire, quand on l'a récupéré, je sais pas, entre 1 million et 1,5 million, il doit clôturer à 5 millions cette année. Et je peux te demander combien a coûté votre mission? Non. Sur 4 ans, il a dû dépenser chez nous, je dirais, entre 200 et 400. Ah oui, ok. Donc Mais parce que extrêmement rentable comme investissement. oui, c'est Ok. un investissement qui est très, très Ok. rentable. On n'est pas au BCG, nous, on n'a pas les mêmes tarifs, hein. Et si on revient sur Anomia, alors comment tu passes en 2 ans de 13 avocats que tu as accompagnés en formation de 18h le soir Mmh. jusqu'à tu la vends à plusieurs millions? Mais il y a un truc qui est hyper important, c'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu passes ta journée au téléphone pour appeler des avocats et pour réussir à leur vendre des missions, bah, en réalité, tu avances. Donc, Mhm. moi, mon objectif, c'est d'être tout le temps en contact avec la clientèle. Ok. Tous mes commerciaux sont tout le temps en contact avec la clientèle Mhm. et t'accélères. Mhm. Donc, déjà, chaque mois, il y avait une formation Boost Mhm. avec 10 personnes et on a ajouté une formation Business Partner, donc à Mhm. destination d'avocats associés de cabinets d'affaires, de 6 personnes. Mhm. La formation Boost, elle coûtait de mémoire, il y a une variation de prix à un moment donné, mais je crois qu'elle était à 1 500 euros, la Mhm. formation, ou 1 200, je ne sais Mhm. plus, hors taxe. Et la formation Business Partner, elle était à 2 900 euros hors taxe. Donc chaque mois, déjà, il y avait ça. 10 avocats en formation Boost, 6 avocats en formation Business Partner. Mhm. Ensuite, il y avait du coaching business. C'est-à-dire que les avocats, ces 16 avocats par mois, là, qui avaient fait la formation, derrière, étaient incités à poursuivre Mhm. en coaching business, où en gros, tu avais un avocat, un consultant qui te suivait et Un qui individuel. te suivait Mhm. exactement dans tes missions, dans la réalisation de ce que tu faisais, qui regardait tes chiffres, qui regardait tes variations, etc. Mais et attends, tu as qui déjà des réajustait. consultants. En fait, tu as commencé seul avec J'ai tes commencé seul. partenaires qui faisaient la formation. Ouais, exactement. Et à quel moment tu recrutes des consultants? Alors, j'ai un pote de promo qui s'appelait Jérôme Muturi, Mhm. qui s'est associé avec moi à partir d'octobre. Mhm. Donc, de janvier à août, je travaille seul. Mhm. Non, pardon, de janvier à juillet, je travaille seul. En Mhm. juillet, mon petit frère, qui est mon associé actuel Mhm. sur Libéral Conseil, vient en stage pendant 2 mois à Mhm. Station F. Mhm. Je me souviens de ces moments-là, et c'était assez incroyable. On dormait dans un 15 mètres carrés, porte de Clichy, à deux sur le même clic-clac. Jérôme arrive en août. On s'associe en octobre où je lui file 50% du capital. Mhm. On recrute nos premiers consultants en mai, puis en juin. Et on Ok. recrute des stagiaires en même temps. Mhm. Et après, on commence à avancer de cette manière. Mhm. Ok. Et donc, tu commences à mettre en place toute une équipe de consultants qui ont accompagné les avocats en coaching et c'est Ex- exponentiel. Exactement. Et après, on va chercher. Alors, exponentiel, non. Mais après, on va chercher des missions de conseil aussi qui nous rapportent beaucoup plus d'argent. Mhm. Où là, on va travailler avec des Mhm. gros cabinets comme Fidal, comme Ok. CMS et comme d'autres. Mhm. Et ensuite, à quel moment, c'est quand même très très rapide, 2 ans, à quel moment vous vous posez la question de je vais peut-être vendre cette boîte? En fait, Jérôme vient, donc mon associé, vient me voir à un moment donné en me disant, écoute, moi, Val, les avocats, je les aime beaucoup, mais c'est pas ma passion. Tu vois, c'est Mhm. ton truc, c'est ton combat, mais tu sais, Ouais. c'est pas le mien. Mhm. Donc en fait, moi, je vais pas encore faire ça pendant 10 ans. Mhm. Donc là, je reçois le message, mais tu sais, moi, quand tu m'envoies un message, et en fait, il est immédiat. C'est pas genre, je vais pas attendre 5 ans avant de faire ce Mhm. truc. C'est, je dis, ok, du coup, je vais essayer de faire quelque chose. C'est que concrètement, pour savoir à qui vendre cette boîte, on a quand même une boîte qui est assez connue médiatiquement dans le secteur, Mhm. parce qu'il y a des podcasts de grands avocats, etc. Donc on est très écouté. On a de la formation, on a du coaching, on a du conseil. Donc oui, ça fait Mhm. une belle top line. Oui, il y a des belles marges. Mais en vrai, tu veux vendre ça à qui?
Il y a qui va acheter une boîte qui Ouais. a un média, une Mmh. formation, une Mmh. boîte de coaching et de conseil? Ça Mmh. n'existe pas. Donc, il faut qu'on puisse identifier qui vont être nos potentiels acheteurs futurs Mmh. et surtout, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à acheter? Est-ce qu'ils achètent le média? Est-ce qu'ils achètent la marque? Est-ce qu'ils achètent le récurrent? Est-ce qu'ils achètent le taux de staffing? Est-ce qu'ils achètent l'application des TJM? Est-ce qu'ils achètent un cabinet de conseil qui va servir d'intégrateur à un éditeur? Ils achètent quoi? Mmh. Et donc, moi, je pars avec mon bâton de pèlerin, en plus de mes calls clients toute la journée, faire en sorte d'identifier qui vont être mes acheteurs de demain. Et ça, c'est à quel moment? Ça fait déjà 1 an, Non, non, 1 an et non. demi? Et ça, c'est Je vends en septembre 2022 et c'était en mai 2022. OK. Et donc, Mmh. je commence à rencontrer Mmh. plein d'acteurs, Mmh. donc les gros acteurs de mon secteur. Il y en a qui me disent qu'ils sont pas du tout intéressés, qu'ils en ont rien à foutre. Il y en a qui me disent que bah, peut-être, mais il faut voir, machin. Donc, Mmh. des gens qui sont pas intéressés. Et à un moment donné, il y a 2 commerciaux qui viennent dans mon bureau, qui travaillent dans une boîte qui s'appelle Diapaz, qui est Mmh. exploitée par, enfin, la marque du logiciel, c'est Diapaz, et la société, c'est la société Xelia. Mmh. Et du coup, je leur pose ces questions. Et ils me disent: «Non, mais tu sais que nous, on serait intéressés pour te racheter maintenant». Je dis: «Mais attends, toi, t'es commercial, tu rachètes rien». Il me dit: «Non, mais vraiment, si, tu veux, on peut discuter». Je leur: «Écoute, envoie-moi, ton PDG, on pourra évidemment, discuter, mais nous, on n'est pas vendeurs maintenant. En fait, nous, on doit choisir notre indicateur bilanciel avant la fin de l'année pour que derrière, on puisse opérer une session à horizon 2 ou 3 ans». Je reçois un appel de, son patron qui me dit qu'il veut me rencontrer, donc je le rencontre, on passe Mmh. 1 heure ensemble et à la fin de l'échange, il me dit: «Mais en fait, moi, je veux te racheter, maintenant». Mmh. Je dis: Et «Mais vous ça tombe bien, voulez pas? mais nous, on n'est pas à vendre, donc en vrai, je suis pas vendeur». Il s'en va, j'appelle Jérôme, je fais des bonds sur la chaise. C'est incroyable, tu as quelqu'un qui vient te racheter, tu as 27 ans, tu vois? Tu C'est un mec fou, qui te ouais, dit: «Je veux te racheter». c'est fou. Tu sais, c'est comme si, je sais pas, tu Monica Bellucci qui arrive et qui te dit: «Je veux t'épouser». Mais tu sais, là en mode: «Waouh, incroyable!» Mais C'est tu c'est dis très quand même, flatteur. que tu es pas vendeur? Mais bien sûr, tout le temps. OK. Mais même si tu me Mmh. demandes aujourd'hui si je suis vendeur, je te répondrais non. Mmh mh. Là aujourd'hui, pour le coup, je suis vraiment pas vendeur. Mmh. Mais de toute façon, tout dépend toujours du prix. Mmh. En fait, si aujourd'hui je te OK. dis que je suis pas vendeur, Mmh. mais que tu me proposes 25 millions Mmh. aujourd'hui, bah banco, tiens, Mmh. Mmh. prends les clés, j'ai pas de sujet. Mmh. Si demain tu me proposes 25 millions, la réponse sera non. Mais Mmh. aujourd'hui, oui. OK. Et donc, j'appelle mon associé, il me dit: «Calme-toi». Tu sais, dans l'association, moi j'étais le «et», donc celui qui tirait, et lui était celui qui freinait. Mmh. Et c'est très sain comme association, Mmh. parce qu'en réalité, ça évite, ça évite quand même beaucoup de problèmes. Mais sauf que 2 jours après, ce même gars revient nous voir et organise un rendez-vous avec son frère pour qu'on puisse échanger, parce qu'il était associé, avec, son frère, Mmh. Henri et Cyril Boucher. Donc on fait une visio, avec, Jérôme et eux 2. Et le vendredi, donc 2 jours après, on reçoit une LOI. Donc déjà incroyable de recevoir une LOI, Oui. mais la LOI, elle est vraiment loin Mmh. du prix psychologique qu'on est prêt, à accepter pour vendre. Mmh. Et donc avec Jérôme, je crois d'ailleurs que c'est lui qui suggère ce truc-là et je trouvais que Mmh. c'était extrêmement smart. Il me dit: «Écoute Val, donc cette offre-là, on est d'accord, on la refuse?» «Ouais, ouais, on est d'accord». Mmh. Il me dit: «On va écrire chacun sur un bout de papier, quelles sont nos conditions pour céder et si, ce sont les mêmes, bah, concrètement, on essaye de voir un truc, mais si c'est trop loin, bah, on essaye même pas de voir, on va pas, l'insulter, il va penser que c'est pas, c'est trop exigeant». Vous aviez en tête chacun, le prix Non, mais auquel, on a dû se poser, OK. pour y réfléchir et on a écrit du coup sur un bout de papier. Mmh. On s'est envoyé la photo du bout de papier, on avait vraiment les mêmes réponses. Il avait juste ajouté un truc sur, la capacité à rester libre derrière et cetera. Ouais. Moi, c'était, assez, insidieux et donc je l'avais pas ajouté, C'était mais la même chose. c'était le prix de la boîte, vos conditions Nos de conditions départ? salariales derrière, Mmh. les missions qui allaient nous être fixées, Mmh. par la suite Mmh. et l'earn-out. Mmh. Et on avait les mêmes conditions. Vous êtes vraiment alignés comme On un cofondateur, c'est très rare, non? Alors, ça a pas toujours été le cas, Mmh. parce que c'est compliqué. Moi, je prenais beaucoup la lumière et lui beaucoup moins, donc Mmh. de temps en temps, c'était dur. Mmh. De son côté, peut-être qu'il me le faisait un peu payer. Moi, de mon côté, j'étais, heu
Je suis très désorganisé, très créatif. Donc en fait, c'est lui qui devait se taper toute la merde administrative. Et du coup, c'était pas cool. Mmh. C'était moi qui foutais en fait le bordel. Mmh. Et c'est lui qui devait récupérer mes bêtises derrière. Donc ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mmh. Mais globalement, je pense que lui et moi, on est tous les deux contents d'avoir été associés ensemble Mmh. à ce moment-là. Et donc, on s'envoie nos bouts de papier, mêmes conditions. Et donc, je rappelle le patron en lui disant: «Écoute, t'es trop loin du prix psychologique que nous, on avait en tête, Mmh. pour lequel on est prêt à lâcher. Laisse tomber, on pourra faire des webinaires ensemble, on verra bien ce qui se passe dans le futur, et cetera. Mais nous, on a une croissance sur 3 exercices suivis, donc un exercice de 8 mois, un exercice d'1 an et un exercice en cours de 5 mois, qui sont vraiment très importantes, Mmh. avec plus de 100 de croissance par an. On est certain que ça va continuer. Donc, en fait, si on vient de revoir dans 3 ans, bah, la boîte, elle vaudra 15 fois ce que tu m'as envoyé sur ta LOI. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui je céderais. Nous, on n'a pas de volonté de vendre. Et vous dites pas votre prix, Non. psychologique que vous aviez en tête? Et là, OK. il me dit: Mmh. «Donne-moi un prix». Et là, c'est le problème parce que je pense que j'ai péché entre guillemets par manque d'expérience. C'est que je lui donne mon prix. OK. Et il me Et dit: «Bon, OK, le montant est quand même important, il faut que mmh. je réunisse mon board pour qu'on puisse Mmh. décider». Mmh. Et je dis: «Bon, OK» et tout. Bon, j'appelle Jérôme, je lui dis: «Écoute, je pense que c'est mort, c'est pas possible, il décide pas seul, ça va être compliqué et cetera». Et je pars jouer au volley. Je pars jouer au volley Toujours avec vous des voulez? copains. Non, je vais chercher mon ex-compagne à côté de vos bureaux, avenue Wagram. Hein, hein. Avenue Wagram, à côté des Champs-Élysées. Je vais la chercher à pied, donc je suis complètement euphorique. Elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Elle dit: «Non, mais je viens d'avoir un call, tu te rends compte? On a voulu me Mmh. racheter, Mmh mh. machin. Bon, bah, ça va Mmh. pas le faire, mais peut-être que Mmh. plus tard, un jour». OK. Et c'était une très belle journée et il Mmh. faisait beau et on marche jusqu'au parc Martin Luther King, Mmh mh. où on commence à jouer au volley avec nos copains. Question super naïve, rien à voir, comment tu joues au volley? Et comment je joue au volley? Ouais. Avec une manchette, mes 10 doigts et Et di j'entends la balle tu l'entends? mais par contre, je suis jamais à la réception. Tu vois, je suis souvent à la Mmh. passe, Ouais. pour faire en sorte qu'en fait, j'ai pas le premier impact, parce qu'il arrive très vite et du coup, je peux pas le Oui, voir. puisque ça c'est assez Heu mécanique là, Exactement. c'est OK. Mais du coup, je zone Ouais. beaucoup derrière le filet. Heu OK, incroyable. et donc Digression. on commence à jouer au volley avec nos copains. On a du mal à se réunir tous parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui sont avocats, d'autres qui sont consultants, Mmh mh. d'autres qui sont en banlieue parisienne, donc ils viennent rarement à Paris. Et là, Mmh. je sais pas, tout le monde était là. Mmh mh. Et donc on commence à jouer au volley, on boit deux trois bières, c'est hyper sympa. Et mon téléphone qui commence à faire que sonner, que sonner, que sonner. Et tu sais, mes potes, ils sont là en mode: «Non mais Val, s'il te plaît, va couper ton téléphone, on est tous ensemble et C'est pas cetera». cool, ouais. Et là, je regarde mon téléphone, j'ai 10 15 appels en absence. Mmh. Mon associé qui m'avait appelé. Je dis: «Merde, putain, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Il me dit: «Regarde tes mails, il a doublé son offre» Fascinant. et il nous a donné le prix psychologique auquel on était prêt à lâcher. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis: «J'aurais dû demander plus»? Non, à ce moment-là, j'appelle Jacob. À ce moment-là, j'appelle Mmh mh. Jacob Mmh mh. et je lui dis: «Jacob, voilà, j'ai reçu une lettre d'intention, il y a à 15 heures». Mmh mh. Il me dit: «Quoi? Mais tu m'appelles seulement maintenant?» et cetera. Et je dis: «Ouais, Du parce coup? qu'en fait, je l'ai refusé». Il me Mmh dit: mh. t'as bien fait, il Mmh faut mh. pas Mmh vendre mh. maintenant». Mmh mh. Et je dis: «Mais là, à 18 heures, il m'en a renvoyé une et il a doublé son offre». Mmh. Et il m'a dit: «Tu es un grand garçon. Maintenant, un mec qui est prêt à payer ce montant-là pour t'avoir aujourd'hui, il faut que tu vendes. Mais sache une chose, l'argent, tu vas en gagner beaucoup dans ta vie, des sociétés, en vendra beaucoup, mais tu n'as qu'une réputation. Si tu acceptes cette offre, tu dois faire le travail chez ton acheteur». Mmh. Et après, il a fini en disant: «Je suis fier de toi, gamin». Et il a raccroché. Et donc c'était un moment incroyable. Donc on accepte, de rentrer, dans le processus de rachat. En plus, c'est un moment assez particulier parce qu'il y a Park West, qui, remplaçait, Sita dans le capital, de Xelia. Et donc c'était en période de DD, heu, qu'on est intervenu et il y avait Rothschild, Mmh mh. sur le coup. Donc ils s'intéressaient pas à nous, mais si tu veux, notre dossier est passé du coup entre leurs mains. OK. Mmh mh. Nous, on était évidemment trop petits, pour passer entre les mains de ces Mmh. boîtes-là. Et on a fait le deal en 3 mois. On a cédé le 23 septembre et on a reçu, notre virement instantané, le 23 septembre 2023. Incroyable. Ouais. Et
À ce moment-là, qu'est-ce qui tu te dis: «OK, j'ai d'accord, à 27 ans, j'ai Ouais. revendu ma boîte, j'ai réussi». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors déjà, je me dis pas que j'ai réussi. Moi, je crois que je me suis jamais un jour dit dans ma vie: «J'ai réussi». C'est d'ailleurs peut-être un problème. C'est que concrètement, je vois toujours le chemin qui me reste à parcourir Mmh mh. et pas celui que j'ai parcouru. Mmh mh. Donc à ce moment-là, j'ai quand même une grosse euphorie. Mmh mh. Si tu veux, moi, j'avais pas des comptes en banque qui étaient, extrêmement remplis. Là, tu vois dans ta catégorie BNP Paribas, Avenir, les 7 chiffres qui s'affichent, si tu veux. Mmh mh. Donc c'est quand même assez particulier. Mmh mh. Donc, tu es Bien déjà, sûr. complètement shooté, Mmh mh. sous une adrénaline Bien très, sûr. très forte. Mmh mh. Après une période qui était quand même compliquée parce que la période d'audit, on en parle assez peu. Mmh mh. Je pense que ceux qui font du TS ou ceux qui font du M&A, le voient fréquemment, mais c'est une période qui est hyper dure pour les Mmh chefs mh. d'entreprise. Parce qu'en fait, nous, on peut pas, vraiment en parler à nos salariés, en tout cas pas au début, parce que OK. ça peut capoter à tout moment et du coup, tu fragilises pas, tes équipes. En plus, s'ils partent, bah, concrètement, ils rachètent quoi comme actif? Il y a plus rien derrière et puis derrière, il faut réussir à les projeter donc il y a quand même, une articulation, une orchestration à avoir. Donc nous, on doit créer des docs pour pouvoir leur envoyer, qu'ils puissent, les auditer et regarder ce qui se passe. Pour prouver que Mais bien la sûr, boîte vaut bien, ce que mais ouais. Mmh mh. exactement. Mais sauf que le problème, c'est que quand, tu as, 2 chefs d'entreprise qui veulent pas vendre, mais cette doc-là, elle existe pas. Mmh mh. Donc en fait, tu es obligé de créer toute la doc en Mmh. faisant ton travail au quotidien et heureusement que si tu veux que cette période n'a duré que 3 mois, parce que nous, on était focalisés à quasiment 100 de notre temps là-dessus. Donc la boîte, elle tournait plus Mmh mh. pendant qu'on était en train de faire ça. Mmh. Donc d'ailleurs, moi, je pense qu'on aurait vraiment pris une année de merde, si on n'avait pas vendu parce Mmh. qu'en réalité, on avait perdu, une grosse partie de l'avancement, Mmh mh. plus, si tu veux, une projection psychologique qui était déjà ailleurs plutôt que là, tout seul chez toi, quoi. Mmh mh. Et donc ça, c'était chaud. OK, et donc vous avez réussi quand même cet audit, la vente. Ouais, Heu, la vente a lieu et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez salarié de votre propre boîte? exactement. Moi, je deviens, salarié commercial, Mmh mh. de la boîte. Donc je continue à développer le PNL, d'Anomia avec un objectif qui m'est fixé, Mmh mh. qui est de faire augmenter de façon drastique le MRR. Mmh mh. Concrètement, je crois qu'on avait, 10 000 balles de MRR ou 12 000 balles de MRR chez Anomia. L'enjeu, c'était de passer à 50 000 ou 55 000, de MRR. Mmh mh. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les fonds de private equity qui ont investi dans Xelia, donc la Mmh mh. société qui Mmh mh. m'a racheté, Ils veulent voir. valorisent la boîte en fonction, Bien sûr. du MRR. Donc Qu'est-ce qui était récurrent dans votre business? alors, le coaching business était récurrent, mais c'est tout. OK. Il y avait rien d'autre. Il y avait le conseil, donc en régie forfaitée Mmh avec, mh. des Mmh. gens qui prenaient, si tu veux, des abonnements. On peut, tu vois, légitimement, douter, du caractère, purement récurrent, de ce genre de choses. Mais du coup, on a créé des produits, Mmh mh. pour aller chercher de la récurrence. Et c'est ça Mmh qui est mh. quand même un peu Ouais. compliqué, c'est que je suis pas convaincu que nos clients, étaient prêts à ça. En Mmh fait, mh. ils le faisaient pour nous, parce qu'ils nous aimaient bien, parce qu'ils trouvaient qu'on était pertinent, parce qu'ils trouvaient qu'on était fort. Mais avoir de la formation, si tu veux, en continu, en abonnement, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils cherchaient. Et donc, Mmh. on a réussi, si tu veux, à faire le gap. On est monté, Mmh. je crois, à 40 000, Mmh mh. de MRR. Mais on a surtout connu une période de dépression, très importante. Au sens de, tu sais, comme dans la plongée, tu, Mmh tu, mh. tu descends des paliers, tes poumons se contractent, etc. Et là, on a vraiment vécu vraiment une dépression très forte. En gros, on vend le 23 septembre, jusqu'au 25 janvier, on transforme le modèle et on Mmh passe mh. du coup en MRR. Mais si tu veux, moi, au 25 janvier, j'avais déjà fait 80 de mes objectifs annuels, de mon earn-out. Mmh mh. Donc j'avais déjà transformé le modèle. Et là, commence une période hyper difficile où en gros, tu plus de sens dans ce que tu fais. Mmh mh. Heu, Tu comprends plus trop ce qui se passe. Heu, Tu payé, mais en gros, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, il se passe rien. Dans la boîte qui nous rachète, on est sur un modèle Opal, donc il y a pas de hiérarchie, affichée. Ce sont des gens qui fonctionnent en équipe métier autonome, Mmh mh. donc qui prennent leurs décisions dans leur coin. Et si tu veux, au comité stratégie, tu as des gens qui sont, comptables de la boîte, des gens qui, étaient ex-directeurs commerciaux et des gens, qui sont, au service informatique, mais qui s'occupent, si tu veux, du parc informatique et chacun
a, entre guillemets, le même temps de parole, la même voix, le même truc et moi, ça me déstabilise énormément. Parce qu'en fait, genre, il y en a pas qui s'appellent comme ça et cetera, donc c'est pour ça que je prends cet exemple, mais que Michel Delaconta, puisse m'expliquer quelle est la strate, à 5 ans du truc, il y a pas de condescendance dans mon propos. Mais en Mmh. fait, il est pas au contact de mes clients, Mmh. toute la journée, il est pas au contact, du marché et je dis pas qu'il va pas m'expliquer comment faire. Je dis simplement qu'il peut m'apporter, des éléments, mais en réalité, il faut que ça reste dans ton périmètre Mmh. et si tu veux, moi, je trouvais que c'était, une vraie chienlit, en vrai, ce genre de choses et moi, du coup, j'avais plus d'ownership. Enfin, je me Mmh. sentais Mmh. plus, ownership, de mes sujets. C'était plus ta boîte, Ouais, exactement et puis, en fait, tout était hyper long, Mmh. ça Mmh. bougeait pas, la prise de Mmh. décision Mmh. était latente, enfin, Mmh. c'était terrible Mmh. et là, on vit une période avec Jérôme, qui est horrible, au Mmh. même moment et d'ailleurs, Mmh. notre associée, Eva, elle en a d'ailleurs beaucoup payé le prix. Parce Mmh. qu'en vrai, on était dans le dur et tout. Elle nous voyait alors qu'elle venait de s'associer avec nous pour monter, la boîte de recrutement qui fait aujourd'hui partie du groupe. Mmh. Elle était: «Ah mais en fait les mecs je vous reconnais pas. En fait je vous ai Mmh. rencontrés, en mai 22, vous étiez des piles électriques, vous étiez capables de retourner le monde. Oui. Là concrètement, vous êtes plus gris, qu'une pierre tombale. Enfin, qu'est-ce qui se passe?» et en fait, on a décidé de se barrer avec Jérôme parce qu'on était en train de mourir. Mmh. Donc en mai de la même année, on a été voir, nos acheteurs Mmh. en leur disant: «En fait les gars, on va partir. OK. Genre on Mmh. partira Mmh. au 31 décembre 2023, on veut Mmh. bien faire les choses, Mmh. on veut bien faire la passation Mmh. et on veut aussi toucher notre complément de prix, en tout cas la première partie». Et là, ils tombent des nues, ils disent: «Mais en fait, je comprends pas, Mmh. pourquoi? Mais est-ce qu'on peut Mmh. vous retenir?» et cetera. Je dis: «En fait, mais non, en fait, c'est juste que en termes de culture, c'est pas notre culture. En Mmh. termes de vitesse, on fonctionne pas de la même manière. Mmh. En termes de performance, on fonctionne pas de la même manière. Ça peut pas marcher. Vous êtes des gens brillants, mais en fait, moi, je peux pas travailler avec vos équipes, c'est pas possible. Mmh. En fait, si je travaille avec vous au quotidien, c'est OK. Si je travaille avec toutes vos équipes, c'est pas OK». Ils tombent des nues, notamment le frère de Cyril, Henri, il est complètement, déboussolé, il se met la tête dans les mains et cetera, en disant: «Mais non, mais c'est pas possible, machin» et il y a rien qui se passe. C'est-à-dire que concrètement, on leur annonce ça et en fait, il y a pas vraiment de repreneurs, Mmh. ou de gens qui montent en termes de leadership sur Anomia. Ils laissent l'activité un peu péricliter, ils la transforment pour que l'activité, en fait, elle puisse, servir à intégrer le logiciel ou faire de la MOA pour la vente de leur Mmh. logiciel. Mmh. Mais il y a plus de vision dans ce truc-là. Ils Oui. continuent les podcasts Mmh. avec, Mmh. une commerciale, qui les anime, Mmh. mais si tu veux, il y a plus de vision là-dedans Mmh. et donc au 31 décembre, on se barre et Jérôme avec sa compagne et moi et ma compagne, on part à 1 mois de décalage en Amérique du Sud Mmh. et je vais faire pendant 6 mois enfin pendant 4 mois, le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Bolivie, la Colombie, le Incroyable. Pérou, et je finirai, à New York Mmh. et ça m'a redonné une confiance en moi Mmh. absolue, des points de vie. J'ai perdu 14 kilos, j'ai marché, des milliers de kilomètres. J'ai rencontré des gens incroyables Mmh. et ça m'a redonné une pêche monumentale. Et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là que dès que je vendrais, enfin toutes mes activités, si je vends une filiale du groupe, je me barre Mmh. pas, mais si je vends mon groupe, je repars 6 mois à l'étranger. Mais Mmh. directement. En Mmh. fait, je me laisse pas, repéricliter de cette manière-là. Et toi, aujourd'hui, du coup, la nouvelle aventure? Moi Libéral Conseil, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, aujourd'hui, je suis président de Libéral Group, Mmh. qui est un groupe d'entreprises qui œuvre pour la croissance et la performance des professions libérales réglementées du droit et du chiffre. Mmh. Et concrètement, aujourd'hui, on opère via 3 activités. La société Ourama, Mmh. qui est une agence qui fait de la création de sites internet, de la production de contenu, du référencement et de la Mmh. publicité. La société Neria, qui est une société qui fait du recrutement, Mmh. donc concrètement de la chasse de tête de façon assez traditionnelle, mais aussi qui exploite une plateforme d'agrégation d'offres d'emploi sur laquelle on fournit de l'information off-market à destination des collaborateurs de cabinets d'avocats. Et enfin, Libéral Conseil, Mmh. qui est un cabinet de conseil en stratégie exécutive et opérationnelle. Donc, on n'a pas le niveau des consultants du BCG. On n'a pas du tout d'approche macro profonde. Nous, on a une approche qui est très opérationnelle, Mmh. où en gros, on ne prend jamais le volet stratégique si on ne donne pas le volet opérationnel. Notre objectif, nous, c'est de changer vraiment des choses en interne, changer des indicateurs de performance et faire en sorte de servir de service support pour ces structures. Mmh. Donc, on va faire de l'augmentation de top line, donc, pardon, de l'augmentation de chiffre d'affaires,
augmentation des marges, redéfinition des process, réorganisation interne, travail sur la gouvernance de l'entreprise, sur la vision stratégique, rapprochement de structures, audit pré-acquisition, mais pas financier, pas juridique, simplement des audits opérationnels, Mmh. intégration post-acquisition, partenariat stratégique entre différentes structures. C'est très, stratégique quand même, Oui, comme sujet, ouais. mais c'est en fait, la partie stratégique est importante, Mmh. mais ce qu'on va surtout regarder, c'est l'application opérationnelle derrière qu'on pourra avoir. Mmh. Et je pense que c'est ça qui nous distingue aussi, de certains cabinets. Tu reviens un peu dans ton milieu de prédilection, dans le secteur que tu aimes, mais aussi, vous faites ça donc pour d'autres, Exactement, on a élargi le professions libérales? périmètre. Mmh. Aujourd'hui, donc avant, on travaillait qu'avec les avocats Oui. d'affaires. Mmh. Aujourd'hui, on travaille avec, les avocats, les notaires, conseillers en propriété, industrielle et intellectuelle, les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, les Mmh. commissaires de justice, Mmh. les experts comptables, les conseillers en gestion de patrimoine, les family Mmh. office, les conseillers en investissement OK. financier, Mmh. etc., etc. Donc toutes les professions réglementées du droit et du chiffre. En gros, derrière, on l'a formé au closing et derrière, ça allait beaucoup mieux de ton côté. Et tu fais encore du coaching, business? Non, Non? Tu fais plus? j'en fais très peu. En vrai, on, Mmh. on a mis en place un truc chez Libéral, c'est que tu as toujours ce problème, tu sais, les gens veulent travailler avec toi et qu'avec Oui, toi. oui. Et moi, en fait, je suis le moins bon de chez moi. Moi, je suis juste le patron, mais c'est moi le moins bon. Mmh. Donc, il faut pas vouloir travailler avec moi. Moi, je Mmh. suis juste la version émergée de l'iceberg, Mmh. celui qui va communiquer sur ce Mmh. qu'on fait, Mmh. celui qui va vendre, Mmh. celui qui va aller dans les pince-fesses, mais les vrais travailleurs, ceux qui transforment vraiment les entreprises. Mmh. Et c'est Clément Bernard, c'est Mmh. Antoine Bressé, c'est Ethan Serfati, c'est Joachim Cardone, c'est Louis Gaillot, c'est ces gens-là, Mmh. c'est pas moi. Donc, même si je le répète chaque fois, les gens me croient pas, en me disant: «Non mais t'es humble». Mais non, je suis pas humble, c'est vrai. Donc on a mis en place quelque chose, c'est que, concrètement, on a des TJM, lissés chez nous, Mmh. à 2 000 € jour, Mmh. sauf pour le mien où j'ai un TJM à 5 000 €. Mmh. C'est un TJM qui est prohibitif. OK. Je ne Ouais. pense pas avoir une Mmh. valeur de Mmh. 5 Mmh. 000 Mmh. € sur une journée. Mmh. Mais c'est un TJM qui me permet de dire: «Bah, franchement, tu auras largement mieux avec les autres. OK. Ne me prends pas moi». Mmh. Et il y en a quand même quelques-uns de temps en temps qui prennent une journée et on les Qui facture veulent 5 000 pas. €. On les facture 5 000 €. OK. Donc c'est plutôt drôle. Mmh. Et c'est quoi ta vision pour, Libéral Conseil, Pour Alors, Libéral, c'est quoi ta vision du futur? Où est-ce que tu veux l'amener? du coup, je raisonne jamais via une des filiales, mais vraiment toujours par rapport au groupe. Mmh. La vision de Libéral Group, c'est que d'ici 2030, on fasse 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Je pense qu'en organique aujourd'hui, sur les 3 filiales qu'on a, on peut monter aux alentours de 17 ou 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et on va créer également d'autres activités. Mmh. Moi, demain, je veux avoir une filiale, qui fait du M&A. Mmh. Après-demain, je vais avoir une filiale qui fait de la formation. Après-demain, je vais avoir une filiale qui fait, du média et cetera. Je veux créer, un agrégat d'entreprises Mmh. qui s'envoient mutuellement du business avec des gens qui sont bons, qui vont pouvoir avancer dans la même direction pour nous permettre d'être les boss européens, de l'accompagnement des professions du droit et du chiffre. Donc ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si on va réussir d'ici 2030, mais en tout cas, nos indicateurs sur l'année Mmh. 2 sont excellents. L'année 1 a été au-dessus de nos attentes et aujourd'hui, j'ai clôturé, le mois de janvier, récemment. On est à 145 de l'objectif sur le mois de janvier. Donc pour l'instant, c'est positif. Mais la vie est encore longue. Mmh. Et l'objectif 2030-2035, si on arrive à cette première base, c'est de faire en sorte ensuite de proposer les services qu'on propose à destination des clients de mes clients. Je te prends un exemple. Je te parlais de ce fameux conseiller en gestion de patrimoine pour Mmh. qui on a fait les extractions de données et on a créé des mécanismes intelligents pour trouver qui étaient les entrepreneurs qui avaient cédé leur boîte. Bah, ce gars-là, il a vu qu'on travaillait bien, il nous a recommandé 2 de ses clients. Une agence qu'on a signée Mmh. pour voir si ça fonctionnait à 50 000 balles et un autre client qu'on n'a pas signé pour le coup parce que là, c'était vraiment très loin de nos activités. Mmh. Mais ça veut dire que en travaillant avec les conseils des chefs d'entreprise, puisque quand tu travailles avec le notaire, l'avocat, l'expert comptable, le CGP, le fonds d'investissement et le family office, en gros, il n'y a plus beaucoup de conseils que tu n'adresses pas. Si, le dentiste et le médecin, mais ce sera peut-être plus tard. Bah, en réalité, si tu fais du bon travail pour eux, Mmh. tu es en capacité derrière d'aller travailler pour leurs clients. Et là, donc, tu travailles avec 1000 professionnels libéraux qui chacun ont 1000 clients. Et donc, ça veut dire que ton adressable indirect, Mmh. il est à 1 million d'entreprises. Mmh.
Et c'est ça qu'on va aller chercher entre 2030 et 2035. Et est-ce que tu as retrouvé, la patate après cette Bien période sûr. compliquée, après Arnomia? Après J'ai la retrouvé vente, la patate mmh. pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai passé un moment incroyable en Amérique du Mmh. Sud où j'avais pas mon téléphone et c'était Ouais. vraiment, génial. Mmh. Et surtout, mon frère m'a appelé quand je Mmh. sortais du Salar d'Uyuni, en Mmh. Bolivie, en me disant, «J'ai envie de monter une boîte, j'ai envie que ça soit avec toi». Mmh. Et là, si tu veux, c'était plus entre guillemets «seulement», mon aventure, le business, le cash et cetera, Mmh. mais un truc que je faisais avec mon frère. Et ça m'a redonné une patate de dingue. Mmh. Il s'est hyper bien entendu avec, Louis qui est le patron, d'Ourama et Eva qui est la patronne de Nerya. Mmh. Et en fait, on est vraiment un groupe hyper soudé. Et moi, c'est ça qui me donne la patate. En fait, Mmh. la sortie, si tu veux, il faut bien donner des chiffres, il faut bien donner de l'ambition aux équipes et cetera. Mais le cash, je m'en fous. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est que tous les matins, quand je me pointe au bureau, tout le monde ait le sourire, qu'on puisse se marrer, toute la journée et qu'en Mmh. plus de ça, on aide des gens. Tu sais, quand tu te marres, quand tu aides des gens, quand tu es content d'être là où tu es, quand tu as l'impression de pas travailler, bah, en fait, que tu gagnes 100 millions à la fin, 10 millions ou rien du tout, ça changera pas ce que tu as vécu au quotidien. Mmh. Et c'est ce que tu vis au quotidien qui est génial. C'est une bonne recette, et d'ailleurs, ça m'amène à une question que j'aime bien poser à tous mes invités à la fin. Qu'est-ce que c'est une bonne journée pour toi, Valentin? Une bonne journée pour moi, c'est une journée où, je reçois pas, 40 coups de fil, qui n'étaient pas prévus. Non, en vrai, une bonne journée pour moi, c'est une journée où j'arrive à me lever. Ça, c'est la Mmh. première chose parce que je suis un adepte du snooze. Oui. J'ai des grosses insomnies, en ce moment Mmh. et je pense à 2 clients, enfin 2 prospects, que j'ai pas appelés. En même temps, à ma décharge, ils prennent des rendez-vous dans mon agenda à 8h30. Mmh. Mais j'ai loupé, 2 appels cette semaine et je Mmh. sais que quand c'est ça, c'est que je suis un peu, je suis un peu fatigué. Mmh. Donc une bonne journée, c'est une journée qui commence avec, un café, Mmh. où j'arrive au bureau, tout le monde est en pleine forme. Je vais checker mes mails, je publie mon post LinkedIn, de la journée, je prends mes rendez-vous avec mes équipes, je regarde les chiffres sont bons, j'ai des appels, incroyables, de patrons du secteur, je rencontre de nouvelles personnes, je fais la découverte de quelqu'un que je connaissais pas, j'écoute un podcast, et après j'arrive à me satisfaire de ces trucs hyper simples. Mmh. Genre quand quand la brasserie à côté de mon bureau a changé de café, parce que leur café était dégueulasse, bah, maintenant j'adore boire un café à 14h, tu vois, Mmh. sur la terrasse. Mmh. Mais ça, moi, ce sont des bonnes journées Mmh. et après tu as des journées exceptionnelles, mais en fait, pour que ça soit enfin, pour qu'elles restent exceptionnelles, il faut pas que ça se passe tous les jours. Oui, bien sûr. Et j'ai une autre question, tiens. Si aujourd'hui quelqu'un écoute cet épisode, il se dit: «Il faut absolument que je rencontre Valentin, ma vie va changer». Il faut qu'il devienne mon mentor. Comment il fait cette personne? Et Dé est-ce que tu dé accepteras dé cet déjà, appel? il écoute d'autres podcasts parce que je suis pas encore, du tout au niveau, de pouvoir l'être et j'ai pas encore assez de choses à transmettre. Mais de toute façon, je réponds à tout le monde. Mmh. Donc il peut me contacter sur LinkedIn, c'est l'endroit où je réponds le plus, OK. à Valentin, Tonti Bernard. Mmh. Et ça sera avec, grand plaisir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné du temps, Mmh. et je pense que la reconnaissance principale, c'est de moi aussi en redonner aux autres. Mmh. Et donc, je le fais assurément. Je dis pas que je le fais, dans la journée, Oui, je bien dis sûr. pas que je prends 5 heures avec la personne, mais j'accorde toujours un créneau de 30 minutes, pour pouvoir discuter. J'ai peut-être, ouvert une porte à une, marée de messages que tu vas recevoir, mais, merci beaucoup Valentin, c'était très inspirant. Merci d'avoir pris le temps et puis, j'espère à très vite. Merci Merci beaucoup. beaucoup Anastasia. Au revoir. Merci, salut.